Donc, il est 16h05, nous allons pouvoir démarrer. Ouais. Avant de commencer, juste, je voulais intervenir, Marie-Pierre Alexandre de l'Association française de l'éclairage, remercier les trois intervenants déjà, dans un premier temps, d'avoir travaillé à marche forcée pour cette présentation. Ces intervenants sont les rédacteurs, notamment, font partie des rédacteurs d'un guide qui est à paraître dans très peu de temps, dont on va vous parler, un guide AFE syndicat de l'éclairage, sur justement comment lutter contre toutes les pandémies grâce aux UVC. Donc, je les remercie mille fois. Ce document, nous vous l'adresserons puisque nous avons tous toutes vos adresses mail. Nous vous l'adresserons par le web. Il sera, je pense, disponible courant juin, mais Sébastien nous en dira sûrement plus euh, sur le public qu'il doit toucher. Et je vous engage tous, dès maintenant, dès que vous recevrez ce document, à le transférer aussi auprès de tous vos contacts qui ne seraient pas adhérents de l'AFE. Voilà, je vous souhaite une très bonne réunion et je vous remercie déjà tous beaucoup. Merci mille fois et je donne la parole. Donc, je donne la main à Sébastien pour commencer. Voilà, donc un petit titre résumé, qu'est-ce que les UVC, en quoi sont-ils la solution pour la décontamination de l'air et des surfaces? Moi, ma partie, ça va être plus généraliste. Ensuite, on va avoir Thierry et François, ou François et Pierre, je ne sais pas dans quel ordre, pour des choses plus applicatives avec des exemples concrets. Donc, l'agenda de ma partie, une petite introduction, bien entendu. Après, l'historique de la désinfection par UVC, parce que c'est pas quelque chose qu'on a inventé en 2020, vous allez voir. Les produits et applications qui utilisent cette technologie, en quoi elle est efficace, pourquoi on en parle tant maintenant, à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Et on terminera par un volet sur la sécurité avec les normes et réglementations qui encadrent ces pratiques parce que les UVC sont à manipuler en connaissance de cause, donc c'est pas anodin, il faut le savoir. La partie de droite, là, vous voyez un aperçu de la brochure qui est en préparation, comme le disait Marie-Pierre, donc entre la FE et le syndicat de l'éclairage. On travaille là-dessus actuellement. L'objectif, c'est de sensibiliser les gens au sujet, puisqu'on n'en parlait pas, hormis dans quelques niches, beaucoup avant 2020. Et là, l'objectif, c'est quand même de diffuser cette connaissance. Donc, on a une brochure assez simple, assez courte, accessible à tous, voilà, pour présenter le sujet et qui, normalement, donne envie d'aller un petit peu plus loin. Voilà, merci. Donc, un slide de présentation sur le syndicat de l'éclairage pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, moi, je suis directeur technique du syndicat de l'éclairage qui rassemble une cinquantaine d'adhérents qui sont des fabricants d'éclairage sur le territoire français. Et notre mission en trois points, c'est influencer, c'est-à-dire être le représentant et l'avocat de ces industriels. Est-ce que, Monsieur Buisset, vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît? J'ai l'impression que ça fait un écho. Vous m'entendez là? Oui, voilà, c'est bien. Merci. Ensuite, développer l'activité de nos adhérents, les accompagnant dans leur démarche de progrès et d'innovation. Et enfin, fédérer tous ces fabricants pour avoir une action collective afin de construire leur avenir industriel tous ensemble. On rentre dans le dur du sujet. Qu'est-ce que la lumière UVC? Donc, il s'agit d'une partie non visible du spectre lumineux qui se situe en dessous de 400 nanomètres, puisque la partie visible, c'est à peu près entre 400 et 800 nanomètres, comme le montre ce schéma là. Donc les UV sont répartis de 100 à 400 nanomètres, avec d'abord les UVA avec la plus grande longueur d'onde, ensuite les UVB et les UVC. On a ces trois plages qui sont définies. Les UV sont un rayonnement qui est émis par le soleil, que ce soit les A, les B ou les C, tout comme le spectre de la lumière visible. Par contre, ils n'arrivent pas à la surface de la Terre. Les UVA traversent bien, les UVB un peu moins, et par contre, les UVC pas du tout. Donc, nous, sur Terre, on n'a pas d'UVC, sauf s'ils sont artificiels, parce qu'ils sont arrêtés par l'atmosphère. Ils pénètrent très peu profondément. Ça va être un des éléments qu'on va voir un petit peu plus loin. La partie germicide des UV se situe donc dans les UVC.
et plutôt autour de 250-280 nanomètres. En tout cas, c'est là que c'est le plus efficace, même si ça déborde après, mais de manière moins efficace. Un peu plus loin. Germicide, ça veut dire que ça détruit le germe, ça détruit les virus, ça détruit les spores, ça détruit pas mal de choses. Et sur le slide suivant, je crois qu'on voit comment ça fonctionne pour faire cette destruction. Voilà. Le schéma, vous reconnaissez peut-être la fameuse double hélice de l'ADN. C'est cette double hélice qui sont reliés par les acides aminés. Et l'effet des UVC, c'est de détruire ces liaisons. Donc en détruisant ces liaisons, ça détruit l'ADN, ça détruit aussi l'ARN. Bon, vous aviez peut-être oublié ce que c'était l'ARN depuis vos cours de bio du collège, mais avec les vaccins, on commence à en reparler pas mal en ce moment. Et ça empêche donc la réplication des cellules et leur multiplication. Donc c'est imparable, c'est très efficace et c'est assez facile enfin c'est assez facile, c'est assez connu la manière de le quantifier. C'est ce qu'on va voir un peu après, mais juste avant, merci Roger. Je voulais faire un point là, un peu plus technique sur la valeur de réduction logarithmique qu'on utilise pour justement quantifier le processus de désinfection. La valeur de réduction logarithmique, en anglais, c'est LRV. Et ça va indiquer quel est le pourcentage des germes qui est détruit. Donc, quand on est à 90%, on est sur une valeur logarithmique log 1. Et après, ça marche, on rajoute des 9. Donc, 90%, c'est log 1, 99%, c'est log 2, 99,9%, c'est log 3, etc. 99,999, c'est log 4. Donc c'est comme ça qu'on va exprimer les choses parce que on peut jamais être sûr que tout est détruit. En tout cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On passe l'éponge et il n'y a rien derrière. Non, c'est vraiment à chaque fois on en détruit une partie et une partie encore plus de ce qui reste et encore une partie de ce qui reste. Donc on rajoute des neufs derrière. On va utiliser ça pour savoir ensuite comment quantifier la quantité d'UVC nécessaire à l'efficacité. On peut aller à la suivante, Roger. Merci. Donc, je vous disais tout à l'heure, toutes les longueurs d'onde des UVC ne sont pas également efficaces pour la destruction des agents pathogènes. Certaines sont plus efficaces que d'autres. C'est la petite courbe rouge que vous voyez là sur ce schéma. Là où il y a le pic, c'est là où on est le plus efficace. C'est-à-dire que pour la même quantité de rayonnement, la même énergie rayonnée, on va détruire beaucoup plus de virus dans cette zone-là qu'avant ou après. Alors, je mets une nuance parce que tous les germes ne réagissent pas de la même manière. Ils n'ont pas besoin de la même quantité, on va en parler aussi après, mais ils ne sont pas toujours forcément tous dans ce pic. En fait, cette courbe, c'est une sorte de moyenne consensuelle qui vraiment regroupe la majorité des germes et virus et bactéries qui nous préoccupent le plus. Et donc, l'objectif, c'est de viser le plus possible ce pic pour essayer de s'en rapprocher. Ensuite, la barre bleue, c'est le spectre d'émission du mercure. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que le mercure, c'est très très proche de ce pic. C'est pour ça que les lampes UVC qu'on utilise depuis les années 30 sont principalement faites à partir de vapeur de mercure, comme les tubes fluo d'ailleurs, qui sont des tubes qui utilisaient cette technologie. Et donc là, le petit 85 qui est marqué dans l'axe des ordonnées, c'est là où se croise la courbe de sensibilité des virus, la rouge, et la courbe bleue qui est l'émission du mercure. Et on voit que finalement, 85 c'est pas mal, le mercure est plutôt efficace pour détruire ces germicides. Donc voilà, ça aide à bien se rapprocher. Sur la suivante, merci. On aborde la quantité d'UVC. Alors, quantité d'UVC, normalement, on ne devrait pas vraiment dire comme ça, parce qu'on va parler en énergie, l'énergie par unité de surface, et c'est ce qu'on montre dans ce tableau, qui n'est pas exhaustif, parce que les UVC n'étant pas nouveaux, on a fait beaucoup d'études sur le sujet. Depuis un an, on étudie la Covid-19, en anglais SARS-CoV-2, et on a plein de données sur les autres aussi. Donc là, dans le tableau, on vous donne un aperçu de la quantité d'énergie qui est nécessaire. Alors, c'est pour une valeur logarithmique de 1, c'est-à-dire qu'on va détruire 90%
on va inactiver 90% des virus. Donc pour celui de la grippe, vous voyez qu'on est à 35 joules par mètre carré. Voilà, les autres 159, 110. Le virus du HIV, il est très résistant, on est à 1450. Et puis pour les autres, les bactéries, 30, 22, 25. En gros, l'ordre de grandeur, pardon, il est un peu toujours le même. On est à quelques dizaines, voire un petit peu plus. Et pour la Covid-19, on est à 37. Là, j'ai pas la valeur pour le log 1, j'ai la valeur pour le log 3. C'est-à-dire que avec cette énergie de 37 joules par mètre carré, on va pouvoir détruire 99,9% de ces bactéries, de ce virus, pardon, parce qu'en l'occurrence, c'est un virus. Vous voyez qu'avec 35, je vais détruire 90% de la grippe, mais avec 37, je vais détruire 99,9% du virus responsable de la Covid. Donc, c'est pas un virus très, très résistant aux UVC. Et ça, c'est plutôt sympa, puisque actuellement, on cherche vraiment à le combattre. Donc, ça prouve, enfin, ça démontre l'intérêt, vraiment l'intérêt de cette technologie dans cet usage-là, mais aussi c'est un bénéfice pour les autres usages, puisque c'est efficace sur tous les virus et bactéries. La suivante, s'il te plaît, Roger. Merci. On va retenir, évidemment, on fait une conférence un peu sérieuse, je vous ai mis une formule qui a l'air rébarbative, comme toutes les formules toujours. L'objectif, c'est pas d'utiliser cette formule avec votre calculatrice, votre crayon sur votre bureau. C'est simplement pour voilà, expliquer le concept. On maîtrise bien la technologie et on sait quelle est justement cette dose d'énergie qui va être rayonnée. Et ça dépend principalement de deux paramètres, qui est l'intensité du rayonnement et la durée de l'exposition. C'est ce qui va nous donner la quantité d'énergie, cette dose en millijoules par centimètre carré ou en joules par mètre carré, comme on l'a vu sur le tableau d'avant. Faites attention aux unités, c'est pas toujours les mêmes unités qu'on utilise. Le plus souvent, on est en millijoules par centimètre carré, mais c'est pas toujours le cas. Donc, ça veut dire que la durée de l'exposition joue un rôle non négligeable. Et on parle de dose, et la dose, c'est vraiment ce qu'on va recevoir sur une durée. Elle se cumule, cette dose, et on n'a pas forcément besoin d'être continu. On peut avoir le même résultat, c'est-à-dire la même dose, avec un rayonnement moins intense sur une plus grande durée ou un rayonnement plus intense sur une durée plus courte. Et en fonction de la manière dont on va utiliser ces UV, eh bien, on va justement choisir ce qui nous convient avec la bonne intensité et la bonne durée. Pour illustrer ça, évidemment, comme les UVC induisent des lésions de brûlure sur la cornée, sur la peau, si jamais il y a une dose trop importante qui est reçue, eh bien, si on est sûr qu'il n'y a personne dans une pièce, on peut avoir un rayonnement très fort pendant très peu de temps, ça immobilise la pièce pendant très peu de temps, du coup. Par contre, dans d'autres cas de figure, on va pouvoir utiliser un rayonnement plus faible avec une durée d'exposition plus longue. Je vous rassure, toujours pas dirigé sur les personnes ou les animaux, non plus les plantes, parce qu'il peut y avoir quand même des risques avec les réflexions ou autres. La slide suivante, s'il te plaît. Voilà, je reviens sur la perspective historique. Je vous ai parlé tout à l'heure des années 30. Effectivement, c'est à peu près là qu'on semble avoir commencé à utiliser la désinfection par UVC. Et bon, bah, on a toujours reconnu l'efficacité de cette technologie. Vous voyez qu'il y a sur la photo en haut à gauche là une salle de classe dans laquelle on a installé des luminaires. On va appeler ça luminaire, même si ça ne fait pas de la lumière visible, ça utilise des lampes. Qui rayonnent vers la partie supérieure de la classe de manière à pouvoir désinfecter l'air en partie supérieure. Il y a toujours un mouvement d'air avec des courants d'air à l'époque, voilà, qu'il pouvait y avoir. On ouvre la fenêtre, les gens bougent. Il y a toujours la convection qui se fait dans la pièce et ça permet de faire circuler l'air et l'assainir comme ça de manière continue. On vous a retrouvé des vieilles brochures de General Electric, Sylvania, qui présentaient ces produits déjà depuis longtemps. Et aujourd'hui, en France, il semble qu'on ait complètement abandonné ces applications. On va retrouver les UVC pour la désinfection de l'air, comme ça, dans des endroits très spécifiques, soit des milieux professionnels bien identifiés, ou certains milieux médicaux. Mais dans les salles de classe, je ne crois pas avoir déjà vu ça dans les dernières années, par exemple. On n'en parle jamais. C'est pas comme ça partout. Il y a des pays dans lesquels c'est un système qui est très fréquemment utilisé,
typiquement, en Pologne, par exemple, toutes les chambres d'hôpital sont équipées d'un système de désinfection UVC. C'est standard, quoi. Aux États-Unis, c'est aussi pas mal utilisé. Mais bon, en France, on n'a pas forcément mis en œuvre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on appelle à une plus grande reconnaissance de cette technologie. Elle est éprouvée et elle doit pouvoir nous permettre de lutter contre la Covid-19 et aussi contre les autres virus, bactéries. C'est pour ça que le titre, c'est vraiment lutter contre toutes les pandémies. Ensuite, merci. Un rapide aperçu des manières de produire ce rayonnement UVC. J'ai fait 3 catégories de produits parce que c'est 3 technologies différentes. On a les lampes à décharge en haut, donc là ça utilise le mercure. On a les sources LED qui s'utilisent de manière évidemment totalement différente. Et une 3e catégorie qui sont les lampes excimer qui ont une radiation à 222 nanomètres qui n'est pas encore très répandue pour des raisons de coût, des raisons technologiques. Et voilà, c'est peut-être une technologie qui sera amenée à émerger, ce sera quelque chose à voir. En tout cas, aujourd'hui, on sait produire des UVC raisonnablement, c'est-à-dire pas des trucs trop encombrants, pas des trucs trop compliqués à fabriquer, des trucs fiables et pas non plus trop onéreux. Merci Roger. Les applications, on les a séparées en 3 catégories principales, la désinfection de l'air, la désinfection des surfaces et la désinfection de l'eau. Pour l'eau, c'est l'eau qu'on boit en fait, qu'on va désinfecter, qu'on peut désinfecter de différentes manières, avec des produits chimiques, avec de l'ozone, avec des UVC. Donc on fabrique des sortes de réacteurs, c'est un peu du coup ça ressemble un peu à un tuyau dans lequel l'eau va passer. Il y a des lampes qui sont mises pour pouvoir éclairer avec les UVC l'eau, et quand l'eau traverse, eh bien, elle va être désinfectée. Donc, ça nécessite des systèmes très puissants parce qu'il y a des volumes très importants d'eau à traiter. Sur la désinfection des surfaces, on peut utiliser des armoires comme celle que vous voyez là sur le visuel. On va déposer des objets. Ça, c'est une manière dans une enceinte fermée de le faire. On peut le faire aussi de manière ouverte dans une pièce. Donc, je crois que c'est Pierre-Yves qui va nous présenter ça ensuite. Voilà, si on a des spores, bactéries, virus qui sont déposés sur une surface, dès lors qu'elle peut être atteinte par le rayonnement, elle peut être désinfectée. Et sur la désinfection de l'air, vous l'aviez vu tout à l'heure dans l'exemple de l'école, on peut le faire comme c'est montré sur cette photo-là, en partie supérieure, en l'occurrence de la pièce. Voilà, l'air qui se situe sur la partie au niveau du plafond, on va être désinfecté et par mouvement, par convection, et toute la pièce finira par être désinfectée. Donc ça s'utilise plutôt de manière continue, ce système-là. Voilà, je ne vais pas plus dans les détails que ça, puisque c'est plus intéressant d'écouter les exemples ensuite de François et Pierre. Voilà, je vous parlais tout à l'heure des États-Unis. En France, on n'a pas encore de recommandation des pouvoirs publics à utiliser ça. C'est aussi notre rôle aujourd'hui, en vous l'expliquant, en vous le présentant, en montrant l'intérêt, en essayant de se faire l'avocat de cette technologie, parce qu'il y a vraiment un gros intérêt sanitaire à utiliser les UVC. Et donc les Center for Disease Control aux États-Unis recommandent ça. Ils indiquent que c'est prouvé que ça inactive le SARS-CoV-2 sur les surfaces, dans l'air aussi, et donc dans les locaux scolaires, en particulier les crèches et tout, et vraiment ils recommandent ça. Donc moi je trouve que c'est assez symptomatique. On va avoir d'un côté des gens qui vont peut-être dire ah non, on veut pas le mettre dans les écoles parce que on sait pas, il y a peut-être des risques ou je ne sais quoi. Donc il y a une réticence pour protéger les enfants. Et de l'autre côté, on a la stratégie complètement inverse qui est de dire on a une technologie qui est fiable, qui est éprouvée, et justement on va l'utiliser pour protéger les enfants. Notre rôle aujourd'hui, il est justement de permettre aux premiers de surmonter cette méconnaissance. En fait, on a peur de ce qu'on ne connaît pas en général, et donc de comprendre que vraiment ça fonctionne, que ça peut être utilisé sans danger, et on a un gros bénéfice sanitaire à le faire, comme le font donc les autres. Sur la slide d'après, on va commencer à aborder le lien entre le traitement de l'air et les UVC. Aujourd'hui, dans les bâtiments, on a quand même
en général un traitement de l'air qui s'opère quand les bâtiments sont plutôt pas trop vieux. Ça veut dire qu'il y a de l'air qui circule pour le chauffage, pour le refroidissement, pour augmenter le taux diminuer le taux de CO2 pour que ce soit plus respirable, etc. On n'est pas obligé de toujours ouvrir la fenêtre, même si c'est aussi un bon moyen de faire, mais selon le temps, c'est pas toujours possible. Donc l'OMS, il y a des taux qui sont recommandés, des taux de renouvellement d'air qui sont recommandés en fonction des locaux et de leur utilisation. Donc ACH, ça veut dire Air Change per Hour, pour en français taux de renouvellement de l'air par heure. Et selon les locaux, eh bien, ce petit tableau en bas, vous voyez qu'on va recommander des valeurs de 9 à 20, ça peut être plus, sont les endroits. Ça, c'est vraiment pour lutter contre les virus, parce que pour juste avoir un air qui soit correct à respirer et convenable, on est sur des taux qui sont entre 2 et 3. Donc, ça veut dire que les systèmes de chauffage, ventilation, ils sont dimensionnés pour des taux de renouvellement d'air de 2 à 3. C'est suffisant pour qu'on n'ait pas un taux de CO2 trop gros et qu'on arrive à refroidir et chauffer correctement. Le problème, c'est que ces systèmes-là, ils ne sont pas vraiment conçus pour augmenter ce taux. Ça veut dire que soit ils ne vont pas être capables d'augmenter ce taux, soit s'ils le font, ils ne vont pas avoir un fonctionnement optimal, donc ça va commencer à consommer beaucoup d'énergie, ça peut faire du bruit, etc. Bref, c'est pas du tout fait pour être utilisé comme ça en sur-régime. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment dans ces bâtiments pouvoir assainir l'air pour éviter cette diffusion du virus par les aérosols. Je fais une parenthèse, ça ne figure pas dans la présentation, mais vous savez qu'aujourd'hui, on atteste que la Covid-19 se transmet beaucoup par aérosol. Donc il y a les gouttelettes, évidemment, qu'ils transmettent, mais ça, les gestes barrières règlent parfaitement ce problème en utilisant un masque, en étant à certaines distances. Donc du coup, c'est géré. Par contre, les aérosols sont des particules beaucoup plus fines qui vont rester dans l'air très longtemps. Même si vous avez un masque et que vous êtes malade, vous allez en diffuser. Donc ça va diffuser plus ou moins vite selon que vous parlez pas, que vous parlez fort, que vous chantez, etc. Donc c'est le problème des aérosols qu'il faut traiter. Et donc le renouvellement de l'air va permettre de traiter ça. C'est quoi le lien entre les UVC et le taux de renouvellement d'air? On va commencer à voir ça sur la slide d'après. Donc je creuse. J'ai déjà dit une partie de ce qui était écrit là, je me suis emballé. Voilà, donc, bon, là c'est pour expliquer la limite des systèmes de renouvellement d'air par rapport à la manière dont ils ont été conçus au départ. Et voilà, on ne peut pas avoir un taux de renouvellement d'air qui passe à 15 alors que le système est conçu pour 2 ou 3. Est-ce que tu peux passer à la suivante s'il te plaît, Roger? Merci. Donc la solution que vont apporter les UVC dans cette situation-là, c'est de virtuellement augmenter le taux de renouvellement d'air. L'objectif, c'est pas de changer l'air, forcément. L'objectif, c'est d'assainir cet air et donc de diminuer la charge virale de l'air, de diminuer la quantité de virus qui sont dans l'air. Si on ne peut pas renouveler l'air, eh bien on va carrément éliminer ce virus de l'air grâce aux UVC. Et donc, on va s'attacher à calculer quelle est la quantité la dose d'UVC qu'on doit fournir dans un espace, dans un volume, pour arriver à réduire cette charge virale en renouvelant l'air, pas plus que d'habitude. Et donc, la finalité, c'est arriver à un taux de renouvellement d'air équivalent. Donc, dans la littérature, vous trouverez l'acronyme E-ACH, c'est voilà, un air change per hour équivalent. Ça nous permet de garder le système actuel de traitement de l'air. Si on n'a pas, c'est tout, il n'y en a pas. Et en ajoutant les systèmes UVC, on va assainir l'air et atteindre les préconisations de l'OMS en matière de renouvellement d'air. Ça ne va pas jouer sur le CO2, ça ne va pas jouer sur le chauffage ou la clim, c'est vraiment pour le côté sanitaire de la chose par rapport au virus. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît? Merci. Donc là, c'est pour conclure sur ce principe. L'objectif, c'est d'utiliser les appareils de désinfection par UVC pour inactiver le virus qui est dans l'air ambiant. Ça va simuler un apport d'air frais et donc réduire la charge virale dans les pièces. On peut le réaliser en faisant de la convection naturelle, c'est-à-dire que vous conservez votre système de chauffage-ventilation sans le modifier.
avec deux solutions, enfin deux stratégies principales, soit des systèmes complètement ouverts qui traitent l'ensemble du volume d'air de la pièce en une fois, comme vous aériez la pièce pendant la récréation l'hiver pour pas trop refroidir la pièce, mais quand même en l'aérant. Soit des systèmes semi-ouverts qui vont fonctionner en permanence quand les personnes sont présentes, mais en étant conçus pour ne pas exposer les personnes aux UVC. Après, on attaque la partie sécurité, je pense, si ma mémoire est bonne. Voilà, alors, sécurité, ça passe par la réglementation et la normalisation. Donc là, on a des produits qui sont sensiblement des luminaires, même s'ils n'émettent pas dans le spectre visible. Et il y a déjà un cadre réglementaire et normatif qui existe pour s'assurer que ça va être utilisé correctement, sans danger pour les personnes et les animaux aussi. Donc, on a la législation européenne avec la directive basse tension. Est-ce que tu peux juste revenir, s'il te plaît, à la précédente? Merci. La directive relative aux limites d'exposition des travailleurs. Et on a un document plus spécifique qui a été publié l'année dernière, qui sont des guidelines de l'industrie au niveau mondial, une directive de sécurité vraiment pour les nouveaux produits qui apparaissent. Et ces directives sont en train d'être transformées en normes actuellement. Bon, c'est un processus qui va prendre un certain temps puisque la normalisation a son propre temps. Mais voilà, comme il y a des nouvelles applications qui apparaissent, on a bien identifié le besoin de cadrer ça davantage et c'est en cours. Ensuite, sur la normalisation déjà existante, c'est le slide d'après. On a bien sûr, certains d'entre vous doivent la connaître, la norme EN 62471 de la sécurité photobiologique des lampes et systèmes de lampes. On en a pas mal parlé il y a une dizaine d'années quand on parlait des problèmes liés à la lumière bleue. Hein. C'est cette norme-là qui traite aussi la lumière bleue. En fait, cette norme traite vraiment tout ce qui est sécurité photobiologique, c'est-à-dire quels sont les dommages que peut causer la lumière. Ça, c'est la norme de base. Ensuite, il y en a d'autres qui gravitent autour qui peuvent être plus spécifiques. Aujourd'hui, pour les luminaires, on n'utilise plus celle-là. On a une norme spéciale luminaire qui est inspirée de celle-là pour vraiment avoir quelque chose de encore plus adapté. Mais les quantités de rayonnement, vraiment la base de la science qui garantit la sécurité, on le trouve dans cette norme-là. Ensuite, on a aussi une norme ISO 15858 et le dernier qui est le IEC-PAS, ça veut dire que c'est pas encore une norme, mais ça va le devenir, c'est le 63313. C'est exactement le pendant du document de GLA qu'il y avait sur le slide d'avant, qui est en train de devenir une norme. Voilà. Donc, je ne veux pas que vous appreniez tout ça par cœur. L'objectif, c'est surtout que vous soyez rassurés en comprenant que ce cadre-là existe déjà depuis un moment. Comme toute norme, il est en perpétuelle évaluation pour voir si ça correspond toujours aux besoins et aux produits. Et on le modifie, on l'améliore pour que ça reste bien d'actualité. Voilà. Merci pour votre attention. Je passe la parole à mes collègues pour les exemples. Merci Sébastien donc, pour ces éléments. Donc, on va passer la parole à Pierre-Yves. Donc, il va nous parler. Oui, bonjour à tous. Des surfaces. J'ai une abeille qui me tourne autour, qui vient de rentrer dans la pièce, pardon. J'espère qu'elle va faire son chemin tranquillement. Bon, ok. J'avance les slides également, Pierre-Yves, d'accord? D'accord, bon, on avance comme ça marche. Alors, je vais vous parler d'un premier cas, d'un premier exemple, qui est celui des systèmes ouverts, qui permet notamment de traiter les surfaces. François, par la suite, vous parlera donc des systèmes plutôt fermés ou semi-ouverts pour le traitement de l'air. Et je voulais juste commencer un peu cette intervention par quelque chose qui fait peur comme ça quand on le voit en gros plan. Ce virus-là que l'on voit dans le journal des Échos paru début janvier 2021. L'article était intéressant et bon, pour la culture générale et aussi parce qu'on traverse tous la même époque et qu'on en souffre tous. Je trouvais assez intéressant d'évoquer ce sujet. Évidemment, vous savez qu'on remet en cause, ou en tout cas on discute beaucoup en ce moment l'origine du Covid, de la maladie coronavirus, qui vient du virus SARS-CoV-2. Hein, c'est le virus SARS-CoV-2 qui nous amène cette maladie. Donc en ce moment, on reparle du fait que le virus se serait échappé d'un laboratoire à Wuhan, en Chine.
Il n'empêche qu'il y a des pandémies qui ne sont, alors c'est peut-être pas des pandémies, c'est peut-être pas au niveau mondial, mais il y a des épidémies majeures depuis des années, depuis notamment les années 2000, particulièrement en Asie, du fait de la proximité des hommes et du milieu naturel. Les hommes coupant de plus en plus la forêt, se rapprochant de plus en plus des animaux sauvages. On estime, vous le voyez en bas à gauche dans le tableau, à 1,7 million le nombre de virus non découverts actuellement, dont 827 000 seraient transmissibles à l'homme. Et ça, c'est dans le milieu naturel aujourd'hui autour de nous. Donc, plus on se rapproche de la nature et plus il est probable que des virus se transmettent à l'homme et deviennent pandémies, comme l'a fait le SARS-CoV-2 récemment. Sur le slide suivant, j'ai un autre exemple, mais je veux pas être catastrophiste du tout, ni jouer avec les peurs, c'est pas l'objet. Mais c'est quand même qu'on ait tous conscience de ça. On a aussi la fonte des glaces et vous avez tous entendu parler de ces virus géants datant de 30, 40 000 ans, qui sont enterrés à des dizaines de mètres sous le permafrost, qui dégèlent avec le réchauffement climatique. Et des virus viables ont déjà été retrouvés, des virus vieux de 20 ou 30 000 ans. Dans ces zones, il y a un village d'ailleurs en Sibérie qui a été décimé il y a vers 2015 par un virus inconnu sorti des glaces comme ça. Donc tout ça, c'est évidemment c'est inquiétant et anxiogène, mais c'est pas mon propos. Mon propos, c'est plutôt de connaître ce qui nous arrive, ce qui se passe, ce que pensent les scientifiques de ce qui va arriver et de s'y préparer. Et donc, pour lutter contre les pandémies en général, on connaît tous les différents gestes barrières, le masque, il y a eu le couvre-feu, il y a eu beaucoup de choses qui sont un peu listées ici. J'en ai mis un en orange pour rigoler, c'est évidemment ne pas parler pour ne rien dire. C'était assez marrant, j'entendais ça à la radio il y a un mois ou deux. Les gens dans le métro, on disait, mais si vous êtes dans le métro et que vous parlez pas, il n'y a pas de problème, en fait, quasiment. Et grosso modo, le message était de dire, pour limiter les risques, ne parlez pas. Alors, en respirant, on va émettre des virus, si on est contaminé, si on est malade. Mais on va en émettre beaucoup plus si on parle, et puis beaucoup plus si on emploie des mots avec des P, avec des lettres de ce type-là qui vont appeler une certaine vitesse de passage de l'air dans la bouche. On va émettre plus ou moins de virus en fonction de ce qu'on dit. Évidemment, il y a le vaccin qui est la solution qu'on attend tous, mais vous l'avez vu, le vaccin met un certain temps à arriver. C'est une solution qui est quasi miracle, la solution vaccin, si elle arrive assez vite et si elle est diffusée très largement à l'ensemble de la population en un temps rapide. Si c'est pas le cas, évidemment, le virus a le temps de faire des dégâts, il a le temps de muter, etc. Et il y a une autre solution dont on parle peu finalement en dehors de notre petit cercle et de notre réunion depuis tout à l'heure avec Sébastien, c'est évidemment la solution des UVC, qui ne se veut pas être une solution miracle, j'insiste là-dessus, c'est une solution qui se veut complémentaire et très pertinente dans la lutte contre les pandémies, en complément des gestes barrières, en complément du masque, en complément de l'attention que chacun porte à sa famille, à ses amis, à ses collègues, pour éviter de contaminer si jamais il est malade lui-même. Donc les UVC sont vraiment une solution complémentaire et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer avec François. D'abord dans cette partie que je vous présente avec les systèmes ouverts, et on peut passer, Roger s'il te plaît, au slide suivant. Donc voilà, on a différents systèmes de traitement quand on veut traiter des pièces. Avec les UVC, il y a des systèmes totalement ouverts que vous voyez à gauche, une réglette avec un tube T8 tout bêtement. Il y a des systèmes semi-ouverts que vous voyez au milieu et les systèmes fermés que vous voyez à droite qui vont plutôt avoir vocation à forcer le passage de l'air à l'intérieur de ces machines. Et à l'intérieur de ces machines, il y a des rayonnements UVC qui vont traiter l'air qui circule au travers des parois. On peut passer au slide d'après. Alors évidemment, j'avais mis sur le slide d'avant, je l'ai pas dit particulièrement, mais selon le type de pièce que l'on veut traiter et selon la maîtrise des risques que l'on peut avoir dans ce lieu, l'une ou l'autre des solutions qui vous étaient montrées dans le slide précédent est pertinent. Et quand on dit maîtrise des risques, évidemment, ça peut faire peur et il est important d'être méfiant, évidemment. Et on peut avancer. Le slide suivant. Alors normalement, il y a, voilà, juste là. Il faut quand même raison garder quand on parle des UVC et de la peur qu'ils procurent. On n'est pas foudroyé à l'instant où on passe sous un tube UVC qui fonctionne. Il faut quand même se rassurer avec ça. Évidemment, tant qu'à faire, il vaut mieux éviter d'être exposé inutilement à des émissions
d'UVC. Mais si on prend la limite d'exposition qui est de 6 millijoules par centimètre carré dans la norme 15858 et qu'on s'amuse tout bêtement à faire le petit calcul que vous voyez là, on va pas le faire ensemble, hein, mais vous le verrez sur le slide par la suite, et qu'on l'applique à hauteur des yeux, donc à grosso modo 1,40 m de la source, si on a un système UVC au plafond à 3 mètres de haut. Les yeux sont à peu près à une hauteur d'1,60 m. Donc si on se met à 1,40 m de la source et qu'on applique les différentes formules que vous voyez, on s'aperçoit qu'on va atteindre la valeur maximale d'exposition qui est de 6 millijoules par centimètre carré définie dans la norme, en 1 minute 35, en restant donc à 1,40 m d'un tube sans bouger pendant 1 minute 35. C'est là qu'on va atteindre cette dose qui est la valeur limite. Donc on n'est pas foudroyé au moindre passage à côté d'un tube UVC. Je vous le dis parce que j'ai vu des réactions totalement aberrantes parfois. Alors, encore une fois, c'est bien de ce métier, il faut faire attention. Il ne faut pas prendre le sujet à la légère, mais il faut aussi raison garder quand même dans le discours et dans les actes. Ce calcul que j'ai fait moi, évidemment, on peut le remettre en cause, mais il est confirmé aussi, vous le voyez ici dans le communiqué de presse de l'INRS, qui rappelle que c'est au bout de quelques minutes à une exposition d'un tube de 15 watts, en l'occurrence là, eux parlent d'un tube de 15 watts, que l'on atteint la valeur limite. Et on peut passer au slide d'après. Et je voulais juste vous rappeler aussi qu'en termes de risque, beaucoup de choses sont dangereuses autour de nous. Et il y a des choses que l'on va maîtriser plus ou moins bien, et plus on va les maîtriser, plus on va avoir confiance, et moins on va les considérer comme dangereuses. Ce qui peut d'ailleurs les rendre dangereuses, pour le coup, par la suite, quand on n'y fait plus attention. L'eau de Javel, par exemple, je vous ai mis là une fiche d'avertissement et de risque pour l'eau de Javel, c'est impressionnant, il faut vraiment faire attention à l'eau de Javel, et pourtant je pense qu'on en a tous à la maison. Alors mon propos n'est pas qu'on ait tous des UVC à la maison, évidemment, mais encore une fois, c'est de relativiser le message de crainte et de peur autour de ces solutions. Et on peut passer au slide suivant. Par contre, on a beaucoup d'acteurs qui jouent sur les UVC, et vous le voyez, là c'est un exemple d'Amazon, vraiment c'est quelque chose de totalement aberrant. Je ne comprends pas qu'on puisse voir quelque chose comme ça sur le web et que ça reste disponible sur le site internet. Là, vous avez une lampe 27, c'est presque tout juste si on vous dit pas que vous pouvez la mettre sur la lampe de chevet de vos enfants pour désinfecter la chambre le soir, quoi. Là, vraiment, on est dans un usage à 17,99 €, accessible à n'importe qui sur le web, qui est totalement déraisonnable pour des solutions UVC quand même. Donc, il faut se méfier aussi des solutions non sérieuses de ce type-là qui envahissent quand même la toile et qui d'ailleurs décrédibilisent totalement le discours que l'on peut avoir quand on est un fabricant de solutions UVC et qui nous navrent au plus haut point. On peut passer au slide d'après. Voilà, on va se concentrer sur cette partie UVC ouvert, traitement de surface que vous voyez sur la gauche. C'est clairement la solution la plus efficace, la plus radicale, mais c'est aussi la plus délicate à mettre en œuvre et celle qui va avoir le plus de limitations dans l'usage, parce qu'on ne peut pas l'utiliser quand il y a des personnes dans la pièce. Donc il faut s'assurer que la pièce puisse être condamnée. Je vais vous montrer ça avec un cas pratique juste après. On peut passer. Alors bon, on va les passer parce que François reviendra plus en détail sur ces solutions par la suite. On peut passer au slide suivant. Voilà, merci. On passe encore au suivant. On va rester sur donc cette solution ouverte entre nous. Alors, Sébastien le montrait tout à l'heure, quand on parle du VC, il faut tout d'abord parler de dose du VC parce que les UVC vont avoir un intérêt et une efficacité en fonction de la dose qu'ils vont pouvoir délivrer, de la dose reçue par des virus ou que l'on cible en fait. Et la dose, Sébastien le disait, ça n'est rien d'autre que le produit de la puissance UVC d'un système par le temps de fonctionnement. Le temps en secondes et la puissance s'exprime en watts par mètre carré. Alors, on va pas rentrer dans le détail, bien que j'y revienne un tout petit peu par la suite, mais grosso modo, on estime qu'avec une dose de 290 joules par mètre carré, on obtient un traitement très efficace dans une pièce et on arrive à réduire drastiquement la présence des micro-organismes. Donc on se base sur cette valeur de 290 joules par mètre carré dans le reste des slides. On pourra y revenir par la suite si vous voulez plus de détails sur cette valeur. Et donc une fois qu'on connaît la dose, pardon, si je peux juste revenir au-dessus, une fois qu'on connaît la dose qui est de 290 joules, qui est la dose cible que l'on veut atteindre, il suffit de voir en fait le temps dont on dispose pour traiter la salle.
Dans l'exemple que je vais vous montrer après, c'est une demi-heure. Alors, j'ai repris ça dans le calcul que vous voyez là. Une demi-heure, c'est 1800 secondes. On connaît les 290 joules par mètre carré, on connaît les 1800 secondes. On peut en déduire la puissance, qu'on appelle l'irradiance en UV, en divisant 290 par 1800. Et on sait qu'on va avoir besoin dans la pièce dont on parle de 0,161 watts par mètre carré en irradiance pour atteindre la dose en une demi-heure. Donc c'est par cette formule qu'on arrive à définir le nombre de tubes dont on a besoin dans une pièce, par exemple, le nombre de tubes de 30 watts, UVC 30 watts, pour dimensionner une installation UVC. On peut passer au slide suivant. Et l'exemple concret dont je vais vous parler, alors on va en parler très librement et c'est pour ça qu'on choisit cet exemple généralement quand on doit parler des UVC. C'est l'exemple de Molsheim, de notre entrepôt logistique, qui est notre entrepôt européen. Vous le voyez là à l'écran. Donc c'est un entrepôt assez grand. Comme beaucoup de sociétés, c'est stratégique, un entrepôt logistique. Nous, en l'occurrence, avec l'entrepôt de Molsheim en France, on dessert tous les pays européens que vous voyez en orange. C'est devenu notre seul entrepôt d'Europe. Et donc, il était impensable au démarrage de la pandémie que l'on puisse fermer ou avoir un cluster à cet endroit, dans cet entrepôt. Évidemment, dans un premier temps pour nos collègues et pour les gens qui travaillent à la logistique, qu'un employeur se doit de protéger, mais aussi pour la santé de la société. Si on était amené à fermer une semaine, 2 semaines l'entrepôt, c'est la société tout entière au niveau Europe qui peut être en péril. Donc, ce sont des enjeux quand même qui sont importants et on a très vite pris la mesure de la pandémie. Dans le slide suivant, on liste un peu les différentes mesures qu'on a prises. On ne va pas les détailler ensemble parce que je pense que quasiment tout le monde a pris les mêmes. Alors nous, ce qu'on fait en plus peut-être, c'est qu'on réalise des tests PCR réguliers pour volontaires avec le médecin du travail. On fait des campagnes de tests donc en entreprise. On a vraiment une attention particulière à tout ce qui est distanciation, etc. On a arrêté toutes les visites extérieures sur le site. C'était aussi notre showroom européen et on n'a plus de visites depuis plus d'1 an maintenant. Et ce que l'on a fait aussi à cet endroit, c'est qu'on a très vite installé des solutions UVC en ciblant les pièces prioritaires qui étaient pour nous toutes les pièces où les personnes pouvaient retirer le masque. Et il y en a dans une entreprise, par exemple la cafétéria, la salle de pause, le réfectoire, les infirmeries. Au sein d'un entrepôt logistique, on a 3 infirmeries, plusieurs salles de pause, 5 salles de pause. Donc toutes ces pièces ont été équipées de systèmes UVC dès le début de la pandémie, il y a plus d'1 an maintenant. On peut passer au slide suivant. Donc là, on a pris l'exemple d'une salle de pause. Vous voyez à gauche cette salle de pause vue de l'extérieur. En fait, on est dans l'entrepôt. La salle de pause est dans l'entrepôt. Il faut l'imaginer dans l'entrepôt. Il n'y a pas de fenêtre vers l'extérieur. On est directement, les fenêtres donnent sur l'entrepôt. Il y a une porte d'entrée que vous voyez à droite de la photo de gauche. Un seul accès. Donc, c'est très facile à sécuriser, à maîtriser. Et dans cette salle de pause, il y a des distributeurs à café. Il y a des tables, des chaises. Des robinets pour se laver les mains, etc., des réfrigérateurs, etc. Donc vraiment beaucoup d'objets que de nombreuses personnes différentes sont amenées à toucher les unes à la suite des autres, même si on limite le nombre de personnes dans la salle en même temps. Il y a un affichage qui interdit d'être à plus de, alors je sais plus si c'est 3 ou 4 dans la salle à la fois. On va quand même être plusieurs à toucher le même bouton de café court sans sucre à la suite, etc. Et on n'a pas, alors évidemment, on a renforcé les cycles de ménage et de désinfection de ces pièces communes, mais on n'a pas un cycle de ménage et de désinfection après chaque passage dans cette salle. Donc ça a été pour nous l'une des pièces prioritaires dans le traitement. Alors les salles en général font à peu près toute la même configuration, 50 mètres carrés et 2,50 mètres de plafond. Là, vous voyez les systèmes UV ouverts en fonctionnement. Et cette slide est intéressante parce que c'est vrai que les systèmes ouverts, on a tendance à dire qu'ils traitent les surfaces. Et en effet, ils vont traiter les surfaces exposées au rayonnement. Évidemment, là, le dessous de la table ne va pas être traité. On est d'accord, puisqu'il n'y aura pas de rayonnement direct UVC sur le dessous de la table. Mais tout le dessus de la table que vous voyez au premier plan va être traité. Et au passage, le rayonnement va traiter l'air de la pièce. Et il va le traiter d'un coup. Et c'est ça qui est assez intéressant aussi dans cette solution de système ouvert. C'est que dès lors qu'on a la possibilité de vider une pièce, de l'évacuer,
Excusez-moi une seconde. Oui, mon bonhomme, tu peux dire bonjour si tu veux, mais tu vois, je suis avec du monde. Tu peux me laisser? Je reviens, j'arrive tout à l'heure. Va voir ton grand frère, excusez-moi. C'était le risque. Donc, dès lors que le rayonnement va toucher la surface de la table, il va traverser tout le volume d'air et traiter l'air d'un coup au passage. Tu peux aller voir ton frère, s'il te plaît, mon lapin? On en parle après. 4 ans. Voilà, merci. Le slide suivant. Donc, ce que l'on a mis dans cette pièce, vous voyez ici la réglette et les tubes UV qui ont été installés. Vous avez le calcul de la dose, on ne va pas y revenir, c'est le même que tout à l'heure. En fait, j'avais pris quelque chose de très similaire. On cible une dose de 290 joules par mètre carré. On a défini avec les syndicats et les employés que l'on pouvait bloquer les salles de pause, évidemment pas tout en même temps, à la suite les unes des autres, pendant une demi-heure au cours de chaque cycle, et qu'on pouvait le faire grosso modo 3 fois par jour. Donc on envoie dans toutes ces salles 3 cycles d'une demi-heure de traitement pour atteindre cette dose cible de 290 joules par mètre carré. On peut passer au slide suivant. Et ce qui nous intéressait particulièrement, je vous le disais un peu tout à l'heure, c'était les boutons, c'était ce que les gens vont toucher. C'était pas de traiter le sol dans le coin de la pièce que personne ne va toucher. Mais par contre, le bouton café court sans sucre ou café long crème, je sais pas, ça nous intéressait qu'il reçoive une dose suffisante pour assurer l'inactivation de 90-99% des potentiels virus qui s'y trouvaient. Donc, on a dimensionné l'installation pour atteindre ce type de résultat. Alors, on utilise Dialux, comme vous le voyez, pour regarder quel niveau d'irradiance on atteint sur différentes surfaces. C'est très pratique et très utile pour positionner les luminaires et se rendre compte où on va trouver la meilleure position. Mais il faut bien comprendre que Dialux n'est pas fait pour ça. Dialux n'est pas un outil destiné à faire du dimensionnement d'installation UVC. Dialux est un outil destiné à faire du design d'installation de lumière visible et pas du tout hors du spectre visible. Alors, on a utilisé des fichiers que l'on a créés nous-mêmes qui nous permettent d'obtenir ces résultats. Et ce que l'on voit là, et ceux qui sont habitués à Dialux savent que l'on voit ici un éclairement. Cet éclairement qui est habituellement en luxe, on peut le traduire quand on parle du VC en milliwatts par mètre carré. Donc les lux que nous montre Dialux à l'image sont en fait ici des milliwatts par mètre carré. Et on voit avec Dialux que dans l'installation qu'on a faite, on atteint sur les distributeurs, sur surface verticale, une moyenne de 354 milliwatts par mètre carré, ce qui est assez conséquent, vu que je vous le rappelle, on ciblait 161, c'est écrit à gauche, on disait 161 milliwatts par mètre carré au début. Mais on a dû un peu surdimensionner l'installation, notamment pour être sûr d'atteindre, y compris dans le coin en bas à droite de la machine, la dose que l'on voulait. Hein, vous voyez, la plus faible irradiance qu'on obtient est de 185 milliwatts par mètre carré en bas à droite. Et pour atteindre cette dose à cet endroit, il a fallu un peu surdimensionner l'installation. Donc on peut passer au slide suivant. Et là, on a la même chose sur les tables, sur la surface des tables à 80 cm du sol. Et là, on atteint 368 milliwatts par mètre carré environ. Donc on a quelque chose de très nettement supérieur à ce que l'on ciblait au début. Grosso modo, cette valeur, cette irradiance nous permet d'inactiver en une demi-heure. Ça nous permet d'atteindre une inactivation de 99,5% d'à peu près tous les virus et bactéries et spores connus. On peut passer au slide suivant. Alors oui, vous allez me dire, mais enfin, c'est moi qui vous le dis du coup, que c'est bien beau tout ça, mais comment s'assurer qu'on atteint réellement ce que l'on voit sur Dialux? Évidemment, par la mesure, on vérifie et on valide nos hypothèses. Et on a fait beaucoup de mesures. Là, il y a quelques exemples. Vous voyez que le système est allumé derrière la sonde. Hein, sur la photo du milieu, on voit les tubes UVC qui sont allumés. Et on voit qu'on a une valeur de 490 milliwatts par mètre carré à cet endroit, ce qui correspond c'est très proche de ce que nous indique Dialux. Donc on est vraiment dans ça valide un peu nos hypothèses. Évidemment, on a fait des points de mesure à différents endroits pour les valider totalement. On peut passer au slide suivant. Je ne sais pas si je suis dans les temps encore. Ouais. Alors ça, c'est un slide intéressant qui peut nous permettre de revenir un peu plus sur cette notion de dose.
Mais alors comment je vais vous expliquer ça? Sébastien disait tout à l'heure que le virus du SARS-CoV-2, le SARS-CoV-2 était un virus plutôt sensible ou fragile aux UVC. On le voit dans ce tableau de gauche qui montre les doses nécessaires pour inactiver. Donc ça s'appelle le D90 en fait, c'est la dose qui va permettre d'inactiver 90% de la population des micro-organismes ciblés. Et vous voyez que cette dose, elle va varier en fonction du type de virus, en fonction du virus, en fonction de la bactérie que l'on vise. Elle va varier aussi en fonction de très nombreux autres facteurs comme l'humidité dans l'air, comme le fait que l'on parle d'un virus qui est sur une surface ou qui est dans l'air ou qui est dans l'eau, etc. Mais grosso modo, on a des études qui existent depuis des dizaines d'années. Hein, les premières études remontent aux années 1920. Qui nous donne les doses permettant d'atteindre le D90 pour différents types de bactéries, champignons, micro-organismes. Il y a des dizaines et des dizaines de pages qui reprennent ces informations. Et là, c'est une synthèse qui nous dit qu'avec une dose de 237 joules par milliwatt par mètre carré, on atteint une inactivation de 90% de la moyenne des virus et bactéries, etc. Et pour le SARS-CoV-2, alors là, il y a deux études qui sont prises ici. On les voit en ligne 3, je crois, où on a Bianco, l'étude Bianco en 2020 qui indique 12,3 joules par mètre carré pour inactiver 90% du SARS-CoV-2. Puis il y a une autre étude qui doit être à 41, qu'on va voir 41,7, voilà, qui est à peu près au milieu du tableau, qui, elle, donne une autre valeur parce que selon les conditions dans lesquelles ont été faites les études, même si on parle du même virus, on ne va pas trouver exactement les mêmes valeurs. Donc la moyenne, c'est 27 joules par mètre carré. Nous, on va estimer chez l'Advance qu'on va prendre un tiers de marge de sécurité. Et donc, si on cible le SARS-CoV-2, on va vouloir, nous, chez l'Advance, prendre 36 joules par mètre carré pour atteindre le D90, le 90%. Et on s'aperçoit dans notre pièce, si on regarde cette fois le tableau de droite, non, pardon, le slide d'avant, si on regarde le tableau de droite, la première ligne verte, on s'aperçoit qu'on atteint ces 36 joules par mètre carré en 1 minute 38 dans notre salle de pause, à Molsheim au niveau des tables. Donc ça veut dire qu'on a calibré l'installation sur une demi-heure de fonctionnement, mais on sait déjà qu'en 1 minute 38, on a atteint un 90% d'inactivation dans l'air et sur les surfaces exposées pour le SARS-CoV-2. Et on atteint un 99,9999, un log 6 en 9 minutes 47, si vous voyez en bas du tableau, pour le SARS-CoV-2. Et la colonne de droite vous montre le même niveau de résultat, mais cette fois pour la moyenne des micro-organismes. Et vous voyez qu'on atteint, avec les valeurs que l'on a dans la pièce au niveau des tables, à 80 cm du sol, on atteint un 90% d'inactivation de la plupart des virus et bactéries en 13 minutes. Donc on a un système qui, par la théorie et par la mesure, comme on l'a montré, rassure énormément les gens. Et apporte beaucoup de sécurité dans le site. On n'a pas de cas où vraiment pas de cluster à Molsheim. Je ne veux pas dire que c'est à cause de ça ou grâce à ça. Ce serait un peu facile. Mais voilà, ça fait partie c'est une des mesures qui permet en tout cas de réduire le risque sur notre site. Par contre, le risque, et on va le voir sur le slide d'après, le risque concerne l'exposition aux UVC. Vous avez vu qu'on a mis un système ouvert. Donc évidemment, on ne peut pas se permettre d'exposer les gens et on a eu des discussions d'ailleurs avec les syndicats quand il y a eu l'installation pour rassurer aussi à ce niveau-là. Et donc le système que l'on a mis en place, comme on est dans un entrepôt avec énormément de passages, beaucoup d'intérimaires, évidemment on informe les gens, on les forme, mais on ne peut pas garantir et être sûr à 100% que tout le monde va avoir en tête à 3 heures du matin pour les équipes de nuit qu'il y a un danger et qu'il faut faire attention s'il y a de la lumière bleue, etc. Donc on a mis un système à clé qui va permettre de démarrer l'installation uniquement par les personnes possesseurs de cette clé. Il s'agit du personnel d'entretien qui a été formé pour ça et qui a son planning pour démarrer chaque salle de pause avec sa clé à des horaires définis, etc. Donc personne ne peut s'amuser, je veux dire, à démarrer l'installation s'il y a des gens à l'intérieur, ou on ne peut pas la démarrer par mégarde en appuyant sur un bouton, en tapant avec le coude, par exemple. Parallèlement à ça, le personnel qui démarre l'installation, et c'est ce qu'on a voulu à Molsheim, puisqu'on a beaucoup de brassage de population et de gens différents, on ferme la salle à clé et on la condamne. Donc la personne qui va démarrer l'installation s'assure visuellement qu'il n'y a personne dans la salle, ferme la salle à clé, démarre l'installation. Et ensuite, s'il y a un accident, quelque chose d'imprévu, une personne qui s'était cachée dans la salle, par exemple, je ne sais pas, un rigolo, ou quelqu'un qui
lors d'une manœuvre avec son chariot élévateur, va casser la cloison et rentrer dans la salle. Il y a sur les tubes, sur les réglettes UV, comme vous le voyez, des détecteurs qui vont permettre de couper l'alimentation des tubes en cas de détection de mouvement. C'est normalement une sécurité qui se suffit à elle-même, mais dans le cas d'un entrepôt comme nous, où on a beaucoup de brassage et beaucoup de monde qui circule, on l'a mis comme roue de secours, comme dernière sécurité en cas d'imprévu. On peut passer à la slide suivante. On a aussi mis des systèmes de traitement de l'air en parallèle parce qu'on croit beaucoup que finalement les deux solutions en parallèle sont très efficaces. La solution ouverte qui va traiter radicalement la pièce d'un coup, tout le volume d'air pendant la durée du traitement et toutes les surfaces exposées. Et par contre, quand il y a des gens dans la pièce, le système ouvert ne sert à rien si quelqu'un est infecté. Le système ouvert, il aura beau être là, il ne va pas permettre de réduire le risque à ce moment précis. Par contre, un système fermé qui va traiter l'air en permanence, y compris lorsque les gens sont présents, va permettre de réduire le risque à ce moment-là. Donc on a les deux solutions finalement qui cohabitent dans les différentes pièces que l'on a équipées chez nous en Alsace. Et on peut passer au slide suivant. Là, c'est un autre exemple. Cette fois, là, c'est chez un client, d'ailleurs, dans un laboratoire, où on met les deux systèmes aussi en place. On peut passer à l'autre. Et alors, des gens se sont inquiétés du fait que nos salles de pause étaient vitrées, et donc que quand le système était en place, les gens qui passaient sur le petit chemin vert pouvaient être exposés aux UVC. Alors, on savait que ça n'était pas le cas parce que les UVC ne traversent pas le verre, et puis on avait fait des mesures, mais on a repris cette fois des photos des mesures pour le montrer aux personnes et aux syndicats et rassurer à ce moment-là. Et c'était aussi important d'ailleurs de rassurer les gens à ce niveau-là. Donc, je vous le montre par quelques photos dans les slides qui suivent. Où on voit ici une mesure qui a été faite. Alors, c'est difficile à voir avec la vitre, évidemment, mais vous voyez que le système est en fonction, les tubes sont bleus, on voit la lumière bleue, et on a fait une photo, merci pour la souris, on a fait une photo avec une prise de mesure exactement là où vous voyez le petit rond rouge à gauche, de l'extérieur de la salle, avec la sonde, et la sonde nous indique bien qu'il y a 0 milliwatts par mètre carré qui passe au travers du verre. Alors, c'est principalement lié à l'oxyde de fer qui est dans le verre, qui va bloquer les émissions d'UVC. Ça varie beaucoup d'un matériau à l'autre, hein, le fait que les UVC peuvent circuler ou pas. On s'amusait à faire d'ailleurs d'autres expériences avec pas mal d'objets. Là, vous avez les verres de lunettes de notre chef du bureau d'études, Fabien Junger, qui montre que même au travers des verres d'une lunette, les UVC ne passent pas. On a fait des tests avec différents plastiques, avec différentes matières. C'est marrant, on a fait pas mal de photos. Je vous les ai pas mis là, mais généralement les UVC sont des ondes à très forte énergie, mais très courtes et qui ne traversent que très peu la matière. On peut passer au slide suivant. Et dans le doute, bien sûr, c'est bien de le vérifier par la mesure. Voilà pour notre dernier slide. Ça, c'est notre siège en Alsace où on s'amuse à faire une petite photo dédiée aux UVC, comme vous le voyez. Alors, on n'a pas équipé tous les bureaux d'UVC, je vous rassure, c'était juste pour la photo, là, pour avoir un thème UVC. Donc voilà, je vous salue sur cette dernière image, et puis je reste à votre disposition avec François et Sébastien pour des questions par la suite. Et je passe la parole à François. Voilà. Merci Pierre-Yves. Donc François, je vais te passer la parole pour prendre la. Voilà. Je fais comme Sébastien et Pierre-Yves, je fais l'avancement, d'accord? Allez, on fait comme ça. Écoutez, bonjour à tous. Alors là, il y avait quelques slides en backup de Pierre-Yves. Vous pouvez passer. Pardon, oui, c'est vrai, on peut les zapper, oui. C'est pas très grave. Hop. Alors, il y a peut-être une animation. Ouais. Voilà. Allez, encore un et ce sera bon. Alors, oui, peut-être pour me présenter, donc moi je suis responsable marketing chez Signify et je suis le pilote UVC pour la France. Donc ce slide-là, c'est juste pour rappeler que donc là, Pierre-Yves nous a beaucoup décrit le mode de contamination des surfaces ou de décontamination des surfaces. Donc c'est lié au risque des grosses particules, typiquement supérieures à 50 microns, qui vont retomber sur les surfaces qui nous entourent. Et moi, j'aimerais vous parler maintenant des toutes petites particules, des aérosols, celles qui sont typiquement inférieures à 5 à 10 microns, qui, elles, vont rester en suspension dans l'espace. Et donc, c'est les particules qu'on voit sur le haut dans ce petit schéma-là. Donc, si vous passez à la slide suivante.
Alors là, si vous cliquez sur l'image, normalement, il y a une petite vidéo qui doit démarrer. Non, juste cliquer sur l'image. L'image. Non, non, pas le lien, hein, l'image. Ah bon, c'est pas grave. En fait, on voit une simulation. Elle a le mérite de. Non, ça marche pas. Bon, c'est pas très grave. On voit un élève qui respire. Non, ça ne fonctionne pas sur l'image. Bon, il y a un lien, alors c'est pas grave. Vous irez voir le lien YouTube après. On voit un élève qui respire et dans cette simulation, on voit la dissémination des aérosols et en quelques dizaines de secondes, cet élève qui respire dans une salle de classe lambda, hein, c'est une simulation, va injecter des aérosols qui vont se disséminer vraiment dans l'intégralité de l'espace. Et à chaque, il y a des moments où on voit ces élèves tousser, à chaque événement, à chaque fois qu'ils toussent, on voit un nuage d'aérosols qui, portés par les gaz chauds qu'il va expirer, vont se répartir par la partie supérieure de la pièce. Et donc, ces aérosols, une fois qu'ils sont émis, la question, c'est comment on peut les traiter. Et donc, il y a beaucoup ce sujet a été traité depuis longtemps. Allez-y, passez au slide suivant. Alors voilà, donc il y a une animation où vous pouvez vous mettre les 4 images, comme ça on verra bien. Hop, voilà. Donc une personne contaminée dans une salle de classe typique, en fait, sans aucune protection, elle va émettre une quantité d'aérosols suffisamment importante pour faire porter un risque à peu près à la moitié des personnes. On a tout un tas d'événements super contaminateurs où des personnes vont contaminer la majorité des gens autour d'elles. Donc, très vite, on s'est rendu compte que les aérosols étaient un risque et qu'il fallait mettre en place des gestes barrières pour se prémunir de ces aérosols. Le port du masque, ça a été le premier geste barrière. Il va permettre d'éliminer une très grande partie des particules qui sont émises quand on parle, puisque ces particules, elles ont une trajectoire qui est poussée par le vent qui est expiré de notre bouche, donc elles vont vite s'arrêter sur le masque, mais les masques sont plus ou moins bien portés et la majorité des masques chirurgicaux ne protègent pas de façon étanche notre bouche et notre nez, et donc même le masque va réduire le risque. Alors, il y a des équations derrière ça, des modèles le modèle de Wells-Riley, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais on va réduire très significativement le risque dans un espace non ventilé. Mais la seule bonne méthode, c'est le 4e petit schéma, c'est de ventiler. Une fois que les aérosols sont dans l'espace, avec ou sans masque, il y en aura moins avec masque, on ne peut pas les enlever. Donc, il y a un dernier geste barrière qui est arrivé en septembre, qui était d'ouvrir les fenêtres pour ventiler. Maintenant, ouvrir les fenêtres ou mettre des capteurs de CO2, c'est pas quantifié. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut quantifier et vérifier que cette ventilation est bien suffisante et efficace. Donc, Sébastien nous en a un peu parlé. On va passer au slide suivant. C'est vraiment un propos introductif. La quantification de l'efficacité du traitement par aérosol, c'est lié au taux de renouvellement d'air. Et donc, il y a des ABAC qui sont historiques, hein, c'est pas nouveau la contamination. C'est vrai d'ailleurs pour les contaminations bactériologiques ou liées au virus, mais c'est vrai pour tous les types de contaminants, tous les types de polluants. Si on veut éliminer ce qui est en suspension dans l'air, il faut renouveler l'air. Et il y a des lois des ABAC qui démontrent que en fonction du volume qu'on va être capable de renouveler, la quantité de particules en suspension qu'on va pouvoir évacuer. Et si vous avez une pièce de 1000 m3, si vous avez un débit de ventilation de 1000 m3, vous avez typiquement un taux de renouvellement d'air égal à 1 fois par heure, ce fameux air change per hour. Et donc, pour atteindre ce fameux abattement de 90%, il faudra 138 minutes. Alors, une fenêtre, on verra ça tout à l'heure, des ordres de grandeur. La littérature médicale, scientifique ou les bonnes pratiques indiquent que pour avoir une décontamination efficace, il faut avoir un taux de renouvellement d'air supérieur à 6 et plutôt au moins supérieur à 6 et plutôt supérieur à 10. Si on va au slide suivant, on va voir quelques ordres de grandeur. Ouvrir une fenêtre, alors ça va dépendre de la taille de la fenêtre, ça va dépendre de la taille de l'espace et des différences de température, mais en ordre de grandeur, une ventilation en ouvrant la fenêtre 15 minutes par heure, comme c'est recommandé dans les gestes barrières, on va avoir un taux de renouvellement d'air qui sera entre 0 et 2 selon la taille de la fenêtre, mais qui sera rarement supérieur à 2.
on ne va pas pouvoir évacuer renouveler l'intégralité de l'air fréquemment en ouvrant les fenêtres. Lorsqu'on regarde les ventilations mécaniques qui sont en place dans les bâtiments classiques, tertiaires, parlons des bâtiments, des salles de classe, des bâtiments de bureaux, des bâtiments normaux, on a des taux de renouvellement d'air qui sont entre 1 et 3 au grand maximum, parce que les systèmes de ventilation ne sont pas du tout étudiés pour décontaminer l'air, ils sont étudiés pour chauffer, ils sont étudiés pour réguler le taux d'hygrométrique, ils sont étudiés pour évacuer les mauvaises odeurs, mais pas du tout pour ça, ou le CO2 éventuellement. Et donc, ils sont capables parfois d'aller jusqu'à 3 renouvellements d'air par heure, mais c'est encore largement insuffisant. Par contre, on sait faire des ventilations qui sont efficaces, et on le fait par exemple dans les blocs opératoires où on a des taux de renouvellement d'air qui sont systématiquement supérieurs à 10. On le fait dans l'industrie pharmaceutique, là où on fabrique nos médicaments. Les bonnes pratiques de fabrication, elles ont normalisé que là où on emballe des médicaments, il faut un ACH supérieur à 15. Donc on sait le faire. Mais pour le faire, il faut mettre des gaines adaptées, des ventilateurs adaptés, des filtres adaptés, enfin tout ce qui va dans une centrale de traitement d'air. Et le faire a posteriori, c'est extrêmement compliqué. Là, ce que vous voyez, les courbes que vous voyez, c'est juste l'illustration du tableau précédent. Donc, quand la filière éclairage qui fabrique des tubes UVC depuis des dizaines d'années s'est posé la question de savoir comment traiter l'air, notre première intuition, ça a été justement de traiter l'air dans les centrales de traitement d'air. Et on l'a vu, la majorité des centrales de traitement d'air, si on peut leur garantir de souffler de l'air propre en mettant des tubes UVC à l'intérieur, elles ne souffleront jamais assez d'air. Elles ne renouvelleront pas l'air. Donc, la première idée à déconstruire dans la tête, c'est que la décontamination de l'air doit être séparée du traitement de l'air classique. Décontaminer l'air et traiter l'air, c'est deux choses différentes, c'est deux métiers différents qui sont tous les deux assez complexes et qu'il est bien plus intéressant de découpler parce qu'on pourra les optimiser l'un et l'autre plutôt que de les mêler, que de le faire en même temps. Parce que c'est déjà compliqué de régler la température de l'air et d'avoir quelque chose de confortable. Si en plus il faut assurer une décontamination, c'est absolument mission impossible. Sachant qu'en plus, si on augmente les débits d'air, on va exploser les consommations d'énergie et toutes les nuisances qui sont liées à ça, comme le bruit ou la circulation d'air dans l'espace. On va avoir des espaces extrêmement venteux, donc désagréables. Et donc, la stratégie, c'est donc de découpler ça, de découpler la désinfection de l'air. Je ne suis pas à l'aise. Si vous pouvez passer au slide suivant. Alors, en termes de solutions, la première solution, la plus simple à mettre en œuvre, quoi qu'il arrive dans toutes les configurations, Pierre-Yves en a déjà parlé, c'est des solutions fermées. Donc, des solutions fermées, alors elles ont différentes formes, des carrés, des ronds, des rectangles, peu importe, mais elles vont aspirer l'air à un endroit dans un réacteur fermé à l'intérieur du purificateur d'air, elles vont désinfecter l'air avec différents abattements et elles vont le ressouffler, nettoyer dans l'espace. Alors de la même manière, si on veut être efficace, il va falloir que les débits d'air traités par ces purificateurs d'air soient suffisamment efficaces et soient capables d'apporter un complément significatif à la ventilation en place. Donc ce type de solution, il ne se substitue pas à la ventilation en place, pas du tout, et il vient souvent en complément d'une ventilation, et il vient rajouter 1 à 2 ACH, donc 1 à 2 renouvellements d'air équivalents à la ventilation. Donc il ne permet pas d'atteindre les 6 renouvellements d'air, mais il permet déjà de significativement faire baisser la charge virale, et donc d'apporter une protection significative efficace. L'énorme avantage, c'est que ce type de solution peut être mis en œuvre par n'importe qui, de n'importe quelle façon, avec des études très très simples. Il y a une autre solution, alors on va passer au slide suivant, qui a eu ses heures de gloire dans les années 30, 40, 50, sa première heure de gloire, Sébastien en a parlé, c'est les systèmes de désinfection de l'air par lame supérieure UVC. En fait, ça consiste à éclairer la partie supérieure de la pièce avec une couche UVC très intense qui va être de l'ordre de grandeur de quelques centimètres. Elle va juste en dessous du plafond. Et d'utiliser, alors on va couvrir l'intégralité de la surface de la pièce et on va utiliser la convection naturelle, les mouvements d'air qui ont lieu en permanence dans la pièce parce que les personnes bougent, parce qu'il y a des différences de température, pour progressivement désinfecter tout l'air de la pièce.
En fait, quand on regarde les simulations, les flux laminaires sont impossibles à établir, donc on a toujours des flux très turbulents dans un espace, et plus on a de turbulences, en fait, plus ce système va être efficace, puisqu'il va, ça va être un peu comme la grande machine à laver, on va nettoyer l'air en passant dans cette zone UVC désinfectante. Alors, ce type de solution, le gros avantage, c'est que ça peut être mis en œuvre pendant que l'espace est occupé, parce que les doses d'UVC importantes, elles sont vraiment au ras du plafond, sans danger pour les occupants. On va revenir sur cette notion de sans danger, parce qu'il faut le caractériser. Elle peut être faite de façon indépendante du système de CVC, et on a toute une littérature qui nous montre que ce type de système, c'est une efficacité qui est comprise, qui est équivalente en fait à renouveler l'air entre 6 et 24 fois en fonction de la quantité d'UV qu'on envoie dans l'espace. Et donc c'est exactement ce qu'on veut obtenir, et donc ça permet d'avoir une efficacité redoutable sans ajouter une puissance trop importante, puisque en ordre de grandeur, encore une fois, on va ajouter entre 1 ou 2 watts par mètre carré selon la densité de luminaire qu'on va mettre dans l'espace. Mais c'est 100 fois inférieur à ce qu'il faudrait pour surventiler un espace dont on climatise l'espace. Je vais faire un petit rembobinage aussi. Sébastien nous a montré en fait que ce type de solution existe depuis assez longtemps. En fait, ce type de solution a eu ses heures de gloire, je disais, dans les années 30, 40, 50. Et puis a progressivement été un petit peu mis de côté, notamment dans nos pays occidentaux, quand les campagnes massives de vaccination ont été déployées et quand les antibiotiques ont été déployés. On a protégé les stratégies de sécurité, de santé publique ont favorisé le traitement des personnes, et elles ont été efficaces. Personne ne nie l'efficacité des antibiotiques et des vaccinations. Surtout pas moi, mais du coup, en protégeant les personnes, on a eu moins besoin de protéger les lieux comme ça. Et ce type de solution, en fait, est un petit peu tombé en désuétude jusqu'à ce qu'il revienne au bout du jour dans les années 80-90, notamment lorsque des solutions résistantes des bactéries résistantes aux antibiotiques, notamment la tuberculose, on refait surface, et dans des endroits où c'est compliqué de protéger les personnes, dans des centres d'accueil de réfugiés, dans des centres d'accueil de sans domicile fixe, ou dans des pays où les infrastructures médicales ne sont pas aussi développées que les pays occidentaux, ce type de solution a recommencé à avoir son heure de gloire, et donc on a retravaillé sur les standards d'efficacité et les standards de sécurité. Et donc, le 6 à 24 fois, en fait, c'est l'héritage. Alors, je ne sais pas si j'ai mis les liens là, on les verra tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure sur l'efficacité. Donc, il y a un retour d'expérience assez important sur toutes ces luminaires indirects ou ces luminaires semi-ouverts qui a une grosse trentaine d'années. Alors, si vous pouvez passer au slide suivant. Je voudrais maintenant vous parler des standards de sécurité. La première chose à faire, c'est que c'est un luminaire ouvert dans lequel des personnes qui va être mis en œuvre dans des espaces où il y a des personnes qui se déplacent. Et donc, le corollaire, c'est que c'est extrêmement important d'assurer que l'irradiance auquel seront les valeurs limites auxquelles seront exposées les personnes en dessous de ces luminaires soient conformes à toutes les normes en vigueur et inférieures aux valeurs limites d'exposition. Donc, il y a des tableaux qui nous disent, qui traduisent en fait les 6 millijoules par centimètre carré de dose annuelle en temps d'exposition par irradiance. Et cette dose-là, alors on va passer au slide suivant, on va la vérifier avec des calculs, des simulations. Chaque projet doit faire l'objet d'une simulation extrêmement précise. Alors, comme les UV sont, c'est pas de la lumière, mais c'est quand même des rayonnements optiques qui peuvent se traiter d'optique, on peut utiliser des outils comme Dialux ou Relux. Pierre-Yves nous en a parlé tout à l'heure. Alors là, nous, on utilise plutôt Relux, mais c'est vraiment exactement la même chose. On va simuler la répartition de ces intensités dans l'espace et calculer l'exposition maximum dans l'espace à 1,83 m, c'est la valeur donnée par la norme, qui va définir le seuil reçu par un œil humain statistiquement passé
la hauteur d'un œil humain dans l'espace. Donc, c'est le plan que vous voyez en dessous. Et donc, ça, on va le vérifier pour chaque configuration pour être sûr de ne pas dépasser la dose pour le calculer. Alors, le calcul, c'est bien, mais envoyer des UVC comme ça au ras d'un plafond, eh bien, on est toujours soumis à des réflexions parasites ou à des comportements. Donc, on va aussi le vérifier. La mise en œuvre de ce... Si vous pouvez passer au slide suivant, pardon. La mise en œuvre de ce type de solution, elle exige de la rigueur et elle exige de vérifier systématiquement les niveaux d'exposition à la réception d'une installation et d'une façon relativement rigoureuse. Alors là, ce qui est écrit, c'est vraiment pour ce qui nous concerne chez Signify, mais pour l'instant, nous, on s'assure que les personnels qui mettent en œuvre, qui réceptionnent ces installations ou qui font les vérifications périodiques aient été certifiés par nous. Enfin, pour l'instant, c'est une certification qu'on apporte, mais c'est une formation qu'on délivre aux professionnels pour qu'ils soient en mesure de faire cette réception. Alors, on vient vérifier dans une grille d'une densité qui est normalisée, mais c'est typiquement tous les mètres dans la pièce. Les valeurs d'exposition avec le capteur qui est posé verticalement comme ça, comme un œil, ou le capteur qui est posé horizontalement pour les valeurs d'exposition sur la peau vers le haut. Avec le même type d'équipement, ce que Pierre-Yves montrait tout à l'heure, un radiomètre qui permet de mesurer cette irradiance. Oui, alors du coup, je vous ai fait le petit discours tout à l'heure, mais il y a un usage historique de ce type de produit qui a vraiment eu un retour en grâce dans les années 80-90. Dans le sous-continent indien, dans les pays de l'ex-bloc soviétique notamment, et progressivement s'est construit un savoir-faire ou des précautions de mise en œuvre collectif. Le Center for Disease américain a publié des précautions de mise en œuvre et des standards de mise en œuvre, c'est en 2009. L'OMS en 2010, ça a été repris par Médecins sans frontières qui le met en œuvre dans ses centres d'accueil de réfugiés. Et en 2015, on a eu l'étude qui fait aujourd'hui référence pour la tuberculose sur la façon de doser ça. Donc, on va repartir d'une simulation 3D, telle que celle que vous avez vue tout à l'heure sur Dialux, pour calculer la dose UVC qu'on va envoyer dans la pièce. Peut-être si vous pouvez passer sur la slide suivante pour l'efficacité. Hop, le slide suivant. Donc, on va calculer une fluence moyenne dans la pièce, c'est-à-dire une dose moyenne à laquelle on va exposer une particule en suspension dans la pièce. On en retire un taux de renouvellement d'air équivalent grâce à cette étude et donc un temps caractéristique pour inactiver les particules en suspension. Et ça nous donne en fait des ABAC en fonction des fluences moyennes. Qui nous permet en fait pour chaque site sur lequel on fait une étude de caractériser l'abattement, le temps spécifique pour éliminer des particules en suspension. Donc si vous avez une fluence moyenne de 3 mW par mètre carré, eh bien vous avez une réduction de 90% de la charge virale, de la charge contaminée pour la tuberculose, encore une fois, donc une bactérie plutôt résistante, en un peu plus de 10 minutes, quoi. Et si vous voulez atteindre un abattement de 99,9%, donc le log 3, c'est 1, 2, 3, hop, c'est plutôt 30 minutes. Voilà, alors si vous pouvez passer à la slide suivante, la question à 100 000 $, c'était qu'est-ce qui se passe pour le SARS-CoV-2, parce que on a très vite caractérisé la dose spécifique pour désactiver les UVC sur le SARS-CoV-2, mais qu'en est-il pour un aérosol? Un aérosol, c'est une bille de salive ou d'une bille d'eau qui porte un nombre de virus, un certain nombre de virus. Donc, en fonction de la taille de l'aérosol et en fonction et la dose qui va être reçue, c'est pas juste une dose surfacique. Donc, les calculs sont un petit peu plus compliqués. Ça se dérive de la dose surfacique, mais c'est un petit peu plus compliqué. Et rien ne vaut la vérification expérimentale. Donc, on a fait et publié des tests qui permettent en fait de refaire ce qui a été fait pour la tuberculose sur le SARS-CoV-2. Donc, ça consiste à prendre une pièce d'une vingtaine de mètres carrés, d'aérosoliser le SARS-CoV-2, qui est le virus de la COVID-19,
et puis de mesurer à différents moments l'abattement de la charge virale. Et donc on voit là sur la courbe bleue et la courbe témoin que sans rien faire, la charge virale diminue tout doucement, mais on reste avec des niveaux qui sont relativement importants. On a une charge virale qui reste en ordre de grandeur de quelques millions de répliques par millilitre de salive. Par contre, dès qu'on allume les UVC, dès qu'on met en œuvre ces UVC en couche supérieure, c'est la courbe verte, on voit très rapidement la charge virale s'effondrer et au bout de 20 minutes d'avoir quelque chose de complètement non décelable, ou d'avoir un log 4 au bout de 10 minutes. Donc ce type de solution, c'est extrêmement efficace. Alors on a fait ce test-là d'abord sur une pièce avec un appareil de puissance, puis après on a fait varier la puissance, et ça nous a permis de faire en fait la même chose. Si vous allez au slide suivant. Voilà, ça nous a permis en fait de construire les mêmes abacs qu'on avait historiquement sur le Mycobacterium tuberculosis, la bactérie de la tuberculose ou le bacille de corps pour les intimes, d'avoir la même chose pour le SARS-CoV-2 et donc d'avoir ces taux d'abattement précis. Donc ça a fait l'objet de publications récentes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il fallait un peu plus de 10 minutes pour atteindre 90% d'abattement pour la tuberculose, on voit que le même abattement est atteint au bout de 4 minutes pour le SARS-CoV-2. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus efficace et de beaucoup plus radical. Donc ça, c'est pour la partie efficacité. Donc on a quelque chose dont on a des outils dont on sait que on peut les mettre en œuvre avec sûreté et qui sont radicalement efficaces, puisqu'on peut avoir des taux de renouvellement d'air équivalents bien supérieurs à 10, et notamment pour le SARS-CoV-2. Et alors, ce que ça veut dire aussi, c'est que le taux de renouvellement d'air équivalent va en fait dépendre du pathogène qu'on va cibler. Alors, gardez bien en tête que la tuberculose, c'est un pathogène relativement résistant. Il y en a qui sont beaucoup plus résistants, tout ce qui est spores, champignons notamment. Mais ça donne déjà un bon ordre de grandeur sur les maladies aéroportées classiques comme la grippe, la rougeole ou celles qui sont vraiment suspicieuses. Donc, dans la mise en œuvre, j'accélère un petit peu peut-être, ce qui est important, c'est de choisir le bon outil. On a vu qu'il y avait des solutions fermées et des solutions ouvertes en fonction du risque. Et donc, dans l'accompagnement du développement de ces solutions-là, c'est important d'aider les utilisateurs à bien comprendre la nature des risques dans leurs espaces et surtout de mapper, de cartographier les risques. Et plus on a des mixités de population, des gens qui viennent d'horizons différents, qui se mélangent, qui vont cohabiter dans un espace ou se partager des espaces, plus on va avoir des risques de contamination croisée, et plus on va avoir des comportements à risque, plus on va avoir de risques de contamination par aérosol. Et typiquement, les restaurants ou les cantines, c'est des endroits où on retire, ou les salles de pause, comme montrait Pierre-Yves tout à l'heure, c'est des endroits où on retire le masque. Donc, par nature, par l'activité qu'on va faire dans ces espaces-là, on va augmenter le risque de mise en œuvre. Et donc, je vous propose quelques petites, si on passe tout de suite après. Donc là, on a la mise en œuvre de 2 luminaires dans une salle d'attente d'un hôpital, où en fait on a pu atteindre des taux de renouvellement d'air équivalents à 6 pour la tuberculose, donc pour couvrir l'intégralité une grande partie des particules, et un taux de renouvellement d'air équivalent à 21 pour la Covid-19. Peut-être le suivant. Alors, s'il n'y a pas les vidéos, ça c'était une petite vidéo de Jean-Michel Blanquer qui disait que c'était extrêmement important pour la continuité pédagogique et pour plein de choses de garder les cantines scolaires ouvertes. Et donc, les cantines scolaires, si vous passez au slide suivant, on ne verra pas le petit film, mais c'est pas très grave. Vous avez les liens dans la vidéo. Les cantines scolaires, c'est typiquement un endroit dans lequel on vient mélanger toutes les écoles de la ville dans un endroit. On vient mélanger des enfants, du personnel
du personnel municipal pour servir le repas, pour faire à manger. Et donc, c'est des endroits particulièrement à risque. Et donc, la mise en œuvre de ce type de système est relativement simple et efficace, et elle permet d'atteindre des niveaux de protection, en tout cas pour la Covid-19, qui sont inatteignables de quelle autre façon que ce soit. L'exemple suivant est pas mal aussi, c'est Hong Kong. Alors je vous parle de Hong Kong, c'est un peu loin Hong Kong, mais comme disait Pierre-Yves tout à l'heure, l'Asie c'est un continent qui a une sensibilité beaucoup plus accrue à toutes ces pandémies parce qu'ils se sont pris la grippe de Hong Kong, le SARS, le MERS, ils ont vraiment eu beaucoup de pandémies historiquement et donc ils ont pris l'habitude de mieux réagir à ce type d'événements. Et donc, ils ont, d'une façon générale, ils sont plus rigoureux dans la mise en œuvre des mesures. Mais néanmoins, et les résultats parlent d'eux-mêmes, hein, Hong Kong, c'est une ville qui fait à peu près la taille de Paris, 7,8 millions d'habitants, et depuis le début de la pandémie, ils ont enregistré 210 morts liés à la pandémie, liés au Covid-19. Donc, et les gens, ils ne font pas n'importe quoi, ils ne font pas les choses à la légère. Ceci étant, tous les restaurants sont réouverts depuis mars 2020, et la Food and Environmental Hygiene Department, qui est l'autorité sanitaire locale, en fait, elle autorise la réouverture à la condition unique que les restaurants fassent preuve d'un taux de renouvellement d'air supérieur ou égal à 6, ce qu'on disait tout à l'heure, ou qu'ils aient mis en œuvre des systèmes de désinfection aussi efficaces. Et donc, ils ont listé tout un type de systèmes. Et c'est la photo suivante. On a des systèmes de désinfection et fermés et ouverts, parce que les systèmes de désinfection fermés, en complément de la ventilation, sont tout à fait efficaces. Voilà, et juste un slide de conclusion. Pareil, je vous envoie, enfin c'est un peu des slides d'ouverture, mais je vous envoie vers un article, une publication qui est relativement récente là, du professeur Nardel, qui en fait fait une étude socio-économique et qui pour expliquer comment lutter contre la contamination aéroportée en général. Expliquer qu'il existe plein de solutions, mais que si on se met à les comparer, et notamment en termes de coûts de mise en œuvre, les solutions de filtration, les solutions de traitement d'air par ventilation, par filtration EPA, ESA notamment, si elles ont l'air séduisantes sur le papier, en fait, c'est des solutions qui coûtent beaucoup en consommables, en énergie pour ventiler, pour surventiler, en filtre, et que la mise en œuvre de luminaires UVC, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Un luminaire, il n'y a rien de plus simple, c'est un objet passif qui ne tombe pas en panne avec très peu de consommables. On change les lampes les 2-3 ans ou tous les 4 ans, selon l'intensité d'usage. Il n'y a pas de nuisance sonore, et en termes d'efficacité économique, ce type de solution est absolument sans équivalent. Et je vous engage à lire le papier complet qui est très intéressant. Voilà, on a un peu dérapé en termes de timing, alors je vais laisser la place aux questions. S'il y en a, j'ai vu qu'il y a quelques personnes qui avaient dû quitter. Oui, merci pour la présentation, François. Donc, voilà, est-ce que vous avez des remarques, des questions, des remarques par rapport à cet exposé qui est très instructif? On apprend beaucoup de choses. On sort un peu du domaine de l'éclairage extérieur purement technique et technologique pour une autre application de l'éclairage, et que j'ai trouvé très intéressante. On apprend plein de choses, et surtout, comment dire, voilà, qui mettent à mal certaines idées reçues, notamment sur le traitement des pandémies. C'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément eu d'explication détaillée, et là je trouve que c'est très intéressant, ça apporte beaucoup. En tout cas pour ce qui me concerne, et je vous remercie tous les trois de votre intervention et de la qualité de vos présentations. Voilà. Est-ce que parmi donc, les personnes qui sont avec nous, est-ce que vous avez des questions? Donc soit vous envoyez un mail, soit par le chat, soit vous prenez la parole. N'hésitez pas à débloquer votre micro. Allez-y. Vous pouvez prendre la parole, allez-y.
C'est le premier qui est le plus difficile. Hein. Oui, c'est toujours ça, oui. Oui, moi je viens poser une question, François Mag. Ouais, oui, François, vas-y, on t'écoute. Ça marche? Oui, bonjour tout le monde. Ça marche. Donc je suis enseignant à l'université, donc ça m'intéresse grandement. Est-ce qu'il y a déjà des expériences qui ont été menées dans des salles de classe ici en France et avec quelle efficacité ou etc. Enfin bon. Est-ce qu'il y a des choses qui sont menées en France et qui ont montré leur efficacité en salle de classe? Alors sur des salles de classe, je vais parler pour ce qui nous concerne, Signify, nous on n'a pas encore d'installation en place, on en a qui sont en cours, mais c'est plutôt sur des enfants du primaire d'ailleurs. Donc c'est pas encore, ça serait tardé. D'ici fin juin, je pense qu'on aura une première installation. Encore une fois, lorsqu'on va voir une école ou une municipalité qui gère les bâtiments d'école, on essaie de les aider à faire cette matrice de criticité. Et en fait, l'endroit le plus à risque dans une école, c'est pas la salle de classe où en fait les enfants passent un temps très important ensemble avec l'enseignant et finalement, je dis pas ce qui doit arriver arrive, mais minimiser les risques de cet endroit-là où il y a le port du masque en permanence, c'est difficile. Mais l'endroit le plus risqué, c'est vraiment les cantines dans les écoles. Et donc, ou dans les universités, c'est la même chose. Mais c'est un endroit où on va mélanger toutes les classes. Et donc, on a plus de réalisation en cantine scolaire. Pour l'instant, c'est plutôt notre focus. Ouais, donc il n'y a pas d'utilité immédiate à aller. Disons que c'est moins critique. C'est pas qu'il y a moins. Ouais, c'est critique, c'est ça. Il faut traiter les problèmes par criticité. Oui, un peu comme le vaccin, qu'on commence par la. C'est ça. Mais après, par les zones les plus sensibles. Et le nombre de luminaires au mètre carré ou pour une pièce de 100 mètres carrés qu'il faudra installer, tout dépend des solutions. Les luminaires semi-ouverts, c'est environ 1 tous les 20-25 mètres carrés. Les luminaires fermés ou les produits fermés, ça va dépendre en fait de leur capacité, leur débit volumique. Donc là, pour le coup, vous avez de tout. Vous avez des produits qui ont des 1000 mètres cubeurs et des produits qui ont quelques 15 mètres cubeurs. Donc, il faut vraiment regarder. Ça va dépendre du produit, quoi. Sachant que c'est toujours un compromis entre la capacité de l'appareil, le bruit qu'il peut faire et la taille de la pièce. Si c'est une pièce très grande, mettre un produit très puissant à un bout de la pièce. Sur le papier, on va peut-être répondre par le calcul au renouvellement de l'air nécessaire, mais c'est pas la solution la plus pertinente pour aller traiter, pour optimiser les chances, pour réduire les risques. Le mieux va être de répartir des appareils peut-être plus petits dans la pièce pour aspirer à différents endroits et éviter aussi peut-être un bruit dans un coin de la pièce trop important. Et pour les solutions totalement ouvertes, ça va dépendre là de la hauteur de plafond, principalement finalement, et du temps que l'on a pour la pièce vide pour faire le traitement. Ok, merci. Merci. En fait, chaque projet doit faire l'objet d'une étude et d'un accompagnement. C'est des sujets suffisamment nouveaux pour tout le monde pour qu'on prenne le temps d'étudier en détail et de regarder l'implantation et l'optimisation en fait de cette implantation. Solution ouverte, fermée, semi-ouverte. Très bien. Merci. D'autres questions? Ah, on a une question par écrit. C'est un remerciement. Un remerciement, oui, Nathalie. Bien. Bon, bah, si on n'a plus d'autres questions, on va donc clôturer ce webinaire. Je tiens à vous remercier l'ensemble des participants et plus particulièrement nos trois intervenants, Sébastien, Pierre-Yves et François, donc pour encore une fois la qualité et leur pédagogie sur un sujet très complexe d'actualité et qui ont pu nous apporter une vision très éclairée, sans mauvais jeu de mots, sur un sujet qui nous concerne tous dans notre quotidien. Voilà, je tenais encore à vous remercier pour votre
pour la qualité de votre intervention. Et donc, on attend donc avec impatience la sortie de ce guide qui ne devrait plus tarder. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie tous. Je Merci vous pour souhaite l'invitation. de Merci rien, à vous. c'est tout à fait normal. C'est un sujet qui m'intéressait, donc voilà, qui nous plaisait au niveau de l'AFE de pouvoir avoir une présentation sur ce sujet et qui me plaisait très bien. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à tous à très bientôt. Et pour ceux que je ne reverrai pas, je souhaite de bonnes vacances. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Merci Roger. Bonne Salut. soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Salut Bernard, que je vois à la caméra. Salut Pierre-Yves. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Super. Super. Faut que j'aille m'occuper d'un petit monstre qui nous a perturbés tout à l'heure. Oui, mais bon. Mais je suis content de te voir. Ah oui, moi aussi. Ça prouve que tu es en bonne santé, moi aussi. Écoute, exactement. Allez, à bientôt. Certainement une prochaine réunion. Bientôt. Est-ce que tu viens à Strasbourg? Oui, mais j'y manquerai pas. Allez, à plus. Salut tout le monde.